Bonjour à toutes et à tous, hop, le logo il est pas parti, hop, ça y est, on l'efface. Ça y est, c'est parti, salut. Second épisode de déblayage de la 4e saison. Déjà, oui, la 4e saison. Et on a un petit peu de retard, car, c'est ça, l'intérêt de pouvoir faire ce qu'on veut. On a retardé un peu pour pouvoir accueillir des invités de dernière seconde, venus en vélo de Sassenage ou presque. On va vous raconter leur histoire. Il s'agit des dirigeants de Fontaine, qu'on remercie d'être venus. C'était pas prévu. Ils ne pouvaient pas au début. Et finalement, ils ont pu se libérer. C'est très très bien. Ainsi, on va vous expliquer un petit peu tout ça. Ce plateau, on va commencer déjà par nos amis d'Ampuis, parce que c'est eux qui viennent du plus loin. Ils ont fait comme une petite trotte pour venir. Un petit peu. Combien de temps ça met d'Ampuis là? 1h15. 1h15, c'est rien. C'est quoi 1h15? C'est dans la tête. Hein? Après le boulot, c'est bien. Après le boulot, c'est bien. Non, en l'air, merci. C'est vrai que ça fait... c'est toujours un peu plus loin et il faut faire l'effort quand même de prendre la bagnole le soir. Merci en tout cas beaucoup. Médéric avec un C, alors on l'a écrit, voilà, on s'excuse pour la maman. C'est pas de notre faute, c'est de la faute du coach. Voilà, comme ça on a été très clair. Médéric Augier, comment ça va? Bah ça va bien, hein, un peu courbaturé, mais ça va. T'as l'honneur de cette équipe d'Ampuis qui s'est inclinée avec les honneurs. Est-ce qu'on peut dire ça, coach? Incliné avec les honneurs? Ouais, non, t'aimes pas trop. Non, pas trop. Mais bon, on l'a perdu, mais c'est vrai qu'on a fait une belle prestation face à un favori de la poule. Voilà, donc il a l'accent du sud-ouest, mais évidemment, il s'agit du coach d'Ampuis. Il n'y a pas d'accent d'Ampuis encore. Il n'y a pas un accent spécifique à l'Isère rhodanienne. Laurent Tomasella, merci Laurent d'être là. Première fois pour vous deux sur le plateau. On va débriefer avec vous, bien sûr, le match contre Saint-Jean-de-Bournay, puis toute l'actu de la fête 3, de la fête 2 et autres. Et puis, il y a eu un petit événement ce week-end. Il y avait un match en régional entre Fontaine et Sassenage. On avait un de nos photographes, on en parlera. Fontaine-Moiran. J'ai dit quoi? Entre Moiran. C'est vraiment le gros terme. Entre moi. C'est vrai. Mais avant, il y avait un club à Sassenage, il y a très longtemps. Entre Moiran et Sassenage Fontaine. Ça y est, vous m'avez perdu là. Bref, un match qui aura duré moins longtemps que le trajet des joueurs d'Ampuis pour venir ici, c'est-à-dire 1 heure. Et au bout d'1 heure, il s'est arrêté. Du coup, on a voulu savoir ce qui se passait. Alors, on a demandé aux intervenants de ce match de venir. Andro, toi, c'est la deuxième fois que tu viens, sur le plateau. Tu étais venu nous parler notamment de sport adapté. Bon, on va en reparler après. Et on en reparlera, j'espère bien, du côté de la FRAD. Président de la FRAD, Andro, ça va? C'est ça, co-président, Co-président. Ouais. Avec qui? Avec Rodolphe Vial. Ah bah oui, avec Rodolphe, qu'on avait vu la saison dernière, effectivement. Et tu nous as emmené tout simplement ton coach. Ouais, un des 3 coachs, donc Mathieu. Ça va, Mathieu? Ça va. T'as la forme? J'ai la forme, tout va bien. Du coup, on ne sait pas si on a gagné ou perdu encore. On ne sait pas encore. Pour l'instant. Perdu, le match est scellé. Ouais. Mathieu Rebout, le coach donc de la FRAD de Moiran, qui est avec nous. Et puis alors, on s'était arrêté là, on devait commencer l'émission, et puis à 18h55, je reçois un petit coup de fil, Nicolas Emon qui me dit bon, je suis sur mon vélo, j'arrive. Est-ce que c'est pas exactement ce que tu m'as dit? Exactement. C'est exactement. Et je suis très heureux, Nicolas, que tu viennes. Merci beaucoup, du coup, d'avoir fait le déplacement en dernière seconde, pareil, pour venir. Co-président donc de Fontaine. Vice-président avec Sébastien Coel. Voilà, donc vous êtes tous les deux vice-présidents. Ouais, exactement. Voilà. Et le président, c'est maintenant Baptiste Tournou, qui prend la suite donc d'Emmanuel Picon, qu'on avait reçu, nous, en tout début de saison dernière, sur le projet des livres, je crois, livres scolaires qui avaient été faits. Exactement. Voilà les amis, on va donc évidemment parler de ce match, puis ça va nous permettre de parler plus généralement de la R3, parce que c'est vrai que la R3 en plus elle a repris ce week-end, donc c'est quasiment une émission spéciale R3. Du coup c'est le début, on commence avec la poule 6, tiens on va regarder directement ce qui s'est passé en poule 6 de R3. Elle arrive, elle est là, avec les premiers résultats et les Côtes d'Arrêt, qui s'imposent 39-29 du côté du 15 sur Année. Victoire également du RC Val-de-L'Oise. Voilà, une petite photo des Côtes d'Arrêt pour les féliciter pour leur victoire. Première journée. Alors c'est vrai que la particularité de cette R3, c'est pas exactement comme les autres championnats. Les poules sont plus petites en gros. Ouais, tout à fait. On est 5 par poule sur la phase aller. Après, il y a un brassage, et puis il y a poule haute, poule basse pour la deuxième partie de saison. Il y aura donc
deux championnats R3, c'est ça, à la fin? Ouais, c'est ça, ouais. Alors, on a rencontré le président de la Fédé qui disait avoir voulu aussi mettre des titres de champion, doubler le nombre de titres de champion de France en série régionale pour retrouver un petit peu aussi l'esprit qu'on avait avant avec les séries, peut-être. Ouais. Je sais pas. Ça vous a pas non, passionné? Non, pas plus au courant que ça. Non. Alors, a priori, c'est le projet. Ah bah, c'est bien. Le projet serait de doubler les titres en série régionale pour pouvoir avoir justement des poules hautes, poules basses, mais avec à chacun un titre de champion. Oui, ouais, ce qu'on appelle la Coupe des Foins. C'est vrai que Champion des Foins. ça, c'était la Coupe de la Ligue. Ouais, Coupe des Foins. Après, il y avait le Challenge de France. D'ailleurs. Oulala. Alors ça, c'est intéressant parce que la R3 et autres championnats, l'an dernier, ça avait fait couler beaucoup d'encre sur les règlements. On vous promet une émission prochainement où on va étudier le règlement à la lettre, des montées, descentes, selon également les équipes de jeunes et autres. On va le faire main dans la main avec nos amis de la Ligue Aura, évidemment. Voilà, pour la poule 6 de R3, première journée, évidemment un classement qui est pas très significatif, puisqu'il y a eu une seule journée de jouer. Ça veut rien dire. Allez, poule suivante, s'il vous plaît. On enchaîne avec la poule 7, notamment le RC Rhodanien qui s'impose à la maison, et Silan qui... il devait partir une fois en R3, une fois on les avait vus dans les poules de R2, et puis du coup également remis en R3 au tout dernier moment. Finalement, Silan repartira en R3 et s'incline à l'extérieur, à 21-16 pour sa première journée. Royan Sport, par contre, fait un beau coup du côté de Saint-Vallier, 32-19. Poule suivante, s'il vous plaît. La poule 9, et avant de parler du match qui nous intéresse, on va noter, alors il y a beaucoup de choses à dire sur cette poule, puisqu'on va noter que le CAM, déjà, s'est imposé 42-11, mais s'est imposé à l'Albinque, et ça fait plaisir de revoir l'Albinque, puisque c'est une équipe qui n'était plus engagée en championnat, et qui a réussi à recréer un collectif, donc on est toujours content quand ça va dans ce sens-là, parce que c'est vrai qu'en ce moment on a plutôt l'habitude de voir des équipes qui disparaissent, donc revoir des équipes revenir, je crois avec le concours de clubs voisins, je ne sais pas si vous êtes un petit peu au courant de ça, non? Fontaine de l'Allemagne. Non, t'as bien suivi. Merci. Quelques anciens joueurs. Je crois Vinet, Tulin. De Saint-Marcelin. C'est ça. Ouais. Et Brézin qui s'impose du côté de Briançon. Ça, c'est une belle perf parce que s'imposer à Briançon, c'est jamais facile. C'est un déplacement qui est toujours lointain pour. Qui est loin de tout le monde, hein, Briançon. Surtout en début de saison, parce qu'ils ont tout le monde. Oui, parce qu'après c'est compliqué, on peut plus se déplacer. Effectivement. Voilà pour cette poule. Non, pas voilà, puisqu'il y avait ce match entre Moiran et la Frat. Alors avant d'aller sur le sportif... Oui, je vais y arriver. Non, mais attendez. On n'a pas de B, nous. On peut pas jouer les uns. Je suis perturbé par le changement de direction dans cette émission. Entre Moiran, Sassenage et Fontaine, on va y arriver. Ce match, avant d'en parler, on va exposer un petit peu les bilans de vos clubs des saisons dernières. Messieurs, Nicolas ou Seb, qu'est-ce qu'on peut dire déjà de la saison dernière de Fontaine? La saison dernière, on a décidé de redescendre directement au plus bas niveau pour repartir sur de bonnes bases. Et on a eu un début de saison plutôt poussif. On a été basculé justement en Challenge de France où après on a su bien remonter le niveau et on a fait une super phase finale contre la Ciotat qui était une belle équipe. Et on a perdu au match d'après contre Saint-Julien-en-Genevois qui était une belle équipe aussi. Ouais. Et là cette année le groupe s'est étoffé puisqu'on a 45 licenciés. Donc pour des raisons économiques, comme beaucoup de clubs de R3, on a décidé d'avoir qu'une seule équipe. Et donc là, on a fait une bonne prépa physique et puis on était prêt pour le premier match. Alors messieurs, au fond de la classe, sachez que quand vous murmurez, on vous entend parce que les micros restent ouverts. Ah, mais merde. Voilà. Pardon, excusez-moi, monsieur. Donc là, on a entendu quand tu as dit Fontaine n'aurait jamais dû gagner, tout ça. Voilà, moi je l'ai entendu dans l'oreille. Mais on en parlera après. Nicolas, les objectifs pour cette saison. Ouais, nous, les objectifs, déjà, on a tout remis à plat déjà dans le club, comme Seb a pu le dire, c'est qu'on a changé de présidence, on a tout changé, on est des anciens joueurs de Fontaine qui sont revenus là en début de saison, enfin pour cette saison-là. Et donc du coup, l'objectif, nous, c'est de monter un R2, parce qu'on considère qu'on a mis les moyens pour y arriver.
avec un préparateur physique, Lionel Laporte, qui est venu chez nous, qu'on a fait travailler avec nos joueurs. Et de deux, en fait, on leur a mis comme objectif R2, ce serait pas mal. Donc nos joueurs ont compris, donc on a mis en place tout ce qu'il faut autour pour y arriver. Et on souhaite y arriver, en tout cas, c'est partie de l'objectif. Parce que Fontaine, historiquement, c'est une R3, place forte. Ça fait un peu mal. C'était une équipe qui a 15-20 ans faisait partie des équipes fortes de l'agglomération grenobloise. Ça fait partie des équipes qui sont restées le plus longtemps en Fédéral 3, 12 ans d'affilée. Donc c'était une place forte de la Fédéral 3. Et il y a eu un moment, c'est cyclique comme dans tous les clubs, donc il y a eu une cassure et puis il y a eu une descente aux enfers, il faut le dire. Et puis là, on essaie de remonter au fur et à mesure. Et puis on essaie aussi de travailler sur l'école de rugby de Fontaine. On a une très bonne école de rugby. Combien de licenciés à Fontaine? On est en école de rugby déjà 88. Seul? Ouais. Avec Sassenage. On est Fontaine-Sassenage. École de rugby Fontaine-Sassenage. Et après, en licencié féminine et U19, U16, je pense qu'on doit être, je sais plus exactement. On est 180. C'est ça, il me semble, 170 au total, je crois. Sachant qu'on a une équipe féminine qui s'est montée depuis l'année dernière. Exactement. Et c'est pareil, on est parti avec une vingtaine de filles. Là, elles sont un peu plus de 30, avec un super groupe. Donc, les Harpies. On est content. On a une école de rugby qui est performante. Donc pour l'instant, le club en tout cas se suffit à lui-même en termes de... Il n'a pas besoin d'aller voir chez les voisins. Pas sur toutes les certaines catégories. Générations, non, catégories, il y a U14, U16, U19, on est en entente avec Saint-Égrève et Vif-Monestier. Oui. U19. Voilà. Mais c'est comme tous les clubs, c'est générationnel en fait. On a le même trou, je crois, avec vous. Vous êtes 8 clubs, c'est ça, pour les cadets, pour les juniors? Je pense que c'est cette génération-là où 16-19. Catégorie, c'est 14 compliqué. on est tout seul et 16-19 on est avec la BIPS, donc ça fait 6 clubs maintenant. 6 clubs pour... Oui, parce qu'il n'y a plus... Il n'y a plus de réserve. En fait, on est 170, quoi. C'est ça, Merci, messieurs, pour le brief de Fontaine. Du côté de Moiran, comment ça s'est terminé la saison dernière? Pas trop mal. Après, c'était... Nous, on voulait... De toute façon, on ne peut pas faire autre chose que se maintenir, on ne peut pas descendre. Donc, voilà. Donc non, on a perdu en demi-finale contre Saint-Rambert. Après, on restructurait le club avec Rodolphe et tous les bénévoles qui sont revenus, pas mal de joueurs, pas mal de jeunes. Cette année, on a pas mal de jeunes qui montent. Et non, c'est pas trop mal passé. Bonne ambiance, on a commencé à construire quelque chose et puis là, on est dans la continuité. Alors, Moiran, qui est aussi dans un périmètre avec pas mal de clubs, entente chez les jeunes. Avec Tulin et Renage. Renage, entente sur et Morges. Voilà. Et en entente du coup avec la BIPS, on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire Saint-Jouard, Silan et Iso. Pour, voilà. Et même question, est-ce que Moiran peut survivre seul encore en équipe senior? Ah, en équipe senior, oui. L'équipe senior, si, on est 34. Donc 34 licenciés là pour la une? On a toujours plus de licenciés pour la une que le présent, c'est toujours pareil. Mais en moyenne, on est entre 30 et 34 aux entraînements. Donc c'est jamais arrivé, c'est pas arrivé depuis une dizaine d'années, quoi. Donc c'est déjà depuis qu'on n'a plus 2 équipes au final. Ouais. Et objectif, c'est aussi un jour monter en R2? Bien sûr. Ouais. T'as pas envie de vivoter en R3, nous. Il y a 9000 habitants, je crois, on n'a rien à... Du coup, vous avez compris pourquoi ce match a mal tourné, parce que les 2 équipes jouaient finalement la montée. La finale, déjà direct. Alors, on va venir un petit peu sur ce match qui avait lieu du côté de Fontaine. On avait d'ailleurs des photos, si on peut les envoyer, de notre photographe Laurent Lardière. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà, coach, on va parler au seul qui était sur le terrain vraiment, sur le match. Sur le match, non, après, c'est vrai qu'on attaque ce premier match de championnat après 1 mois et demi de travail. Nous, on a repris mi-juillet les entraînements. On a essayé de voir un maximum de joueurs et de se faire un petit peu à l'idée du niveau du collectif. On fait une bonne semaine de préparation. Malheureusement, on a un petit peu de casse vendredi soir à l'entraînement. On perd notre paire de centres majeur, on va dire. Les 2 d'un coup. Les 2 sur l'entraînement du vendredi. Coup du sort. Mais on est confiant quand même. On fait quand même, mine de rien, un match qui, je pense, s'il serait allé au bout, aurait été quand même abouti. On attaque ce match avec en étant extrêmement indiscipliné.
on fait, je crois, 8 ou 9 fautes dans les 30 premières minutes. On arrive quand même à basculer devant, à prendre le score, on bascule à 17-11 à la mi-temps. Et puis on remet un petit peu la main sur le ballon en deuxième mi-temps. Les 20 minutes que ça a joué, on arrive quand même à conserver un peu nos ballons, à enchaîner un petit peu les temps de jeu. Et on arrive à s'illustrer derrière, mine de rien, avec cette ligne de 3/4 un petit peu toute neuve, mais avec un bon mélange de joueurs d'expérience et de jeunes. Hein. Il y avait 5 juniors sur la feuille de match, 5 joueurs qui montaient de juniors sur la feuille de match. Et vous revenez du coup à un petit point à l'heure de jeu. Voilà, on se fait rattraper donc du coup à un petit point à l'heure de jeu. Fontaine qui marque. Passe devant. Ouais, c'est vous qui passez, vous repassez devant. 18-17. Et là, Nicolas, il y a quoi, une petite escarmouche sur le terrain. Je sais pas vraiment de quoi ça part, mais soit c'est un plaquage à retardement, je sais pas exactement. Alors, c'est à l'opposé. Ça part sur 2 petites gifles, vraiment, et puis après tout dégoupille derrière, quoi. Donc après. Donc général, quoi. Général devant la tribune, voilà, devant des tous gamins, les supporters en fait. Des gamins, tout le monde. Il y avait du monde en plus. Il y avait pas mal de monde, ouais. 300 personnes à peu près. Un peu plus, même. bien, je crois. Bien, 300 personnes. Moi, je dirais bien, ouais. Bien, Je dirais bien. Il y a du monde. Après, ça s'est battu le long des barrières. Après, bon. Et alors, du coup, c'est là où j'interviens. Donc, nous, on a appelé monsieur l'arbitre, Nicolas Clenzy, qui a eu la gentillesse de nous répondre, qui nous a donné, du coup, la version de ces faits. Hein. La version officielle, effectivement. Donc, lui, il m'explique comme vous, hein, petite bagarre, on va dire, quasi générale. Et là, en se retournant, il voit rentrer, en fait, 2 ou 3 individus, je ne sais plus, il les voit aussi être en contact, alors je crois avec l'arbitre de touche, hein, si je ne m'abuse, et un autre joueur. Et là il me dit, j'applique le règlement. S'il y a envahissement du terrain, alors on peut envahir même à 2 ou 3, ça reste un envahissement du terrain, d'une personne extérieure, qui du coup vient au contact, qui plus est des joueurs. Il dit, pour la sécurité, on ne sait pas ce qui peut se passer de l'autre côté du terrain, il est tout seul, hein, qui plus est l'arbitre. Il décide à ce moment-là d'arrêter la rencontre. Vous le vivez comment à ce moment-là? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe, Seb? Non, nous on était avec Andro, on s'est un petit peu parlé avant et pendant le match. Mais c'est quoi un petit peu parlé, c'est-à-dire rigolant, voilà quoi, bonne entente. Et on n'a pas compris, on était un peu dans le même cas, donc ça a tourné court. Pas grand monde donc on n'a pas compris, les joueurs pareil. Donc ça s'est serré la main, c'est rentré au vestiaire dans une ambiance... on sait pas. Une ambiance fin de match. Fin de match de rugby, on sait pas. C'est vrai que personne n'a un petit peu compris. Et finalement, il n'y a pas les gens qui étaient rentrés sur le terrain, ils ont été sortis. Comment ça s'est passé? Ils sont sortis d'eux-mêmes. Ils s'est arrêté quand ils ont entendu le coup de sifflet final, ils sont partis. Ouais, c'est fini. Les joueurs, il y en a certains qui se sont arrêtés, d'accord. De même, quoi. Tout le monde s'est serré. Alors finalement, il y avait même pas d'électricité dans l'air à la fin. Absolument pas. Non, ils sont tous serrés la main, les joueurs, et même les joueurs, ils comprenaient pas. Bon, alors, du coup, c'était aussi l'intérêt de l'émission, c'était d'expliquer qu'il n'y avait pas qu'il n'y avait pas péril dans la demeure, que l'arbitre a probablement eu raison parce qu'il a appliqué le règlement. On ne met pas en question sa décision, mais que du coup, il n'y a pas de drame, entre guillemets. Absolument pas. Non, voilà. Pas du tout. Alors, rien du tout. On serait peut-être pas là, moi j'en sais rien. Ou voilà. Ouais. Non, parce qu'après le match, on a discuté. Oui, on a bu une bière ensemble, ou je sais plus. Alors après, je mets un peu les pieds dans le plat, mais est-ce que le club recevant, logiquement, doit assurer ce qu'on appelle la sécurité de l'aire de jeu? Bien sûr. On est d'accord qu'il y a la théorie et la pratique. Je pense qu'aucun club amateur n'est capable d'assurer que personne ne rentre sur le terrain. C'est impossible. On a un responsable de sécurité, mais enfin, surtout nous, ayant plutôt un public de famille, puisque avec notre école de rugby, tout ça, l'agent de sécurité... il va faire quoi? Enfin, un coup comme ça... Il y a plus de 300 personnes. Tu peux même être 5, 6 personnes, 7 personnes si tu veux. Quoi qu'il en soit, il y a un débordement, c'est pour juste une personne. Donc la personne est à l'autre bout du terrain. Le temps que la sécurité arrive, la personne, c'est fini, quoi. Enfin, alors du coup, là, la frustration, elle est du coup pour moi, pour l'instant. Oui, parce que je pense qu'on aurait gagné, franchement. Ouais, parce que sportivement, c'est quand même dommage de finir un premier match comme ça. Le match était serré, c'était intéressant. Un beau match, en fait. C'était un match viril, mais correct. Franchement,
un bon match de R3, mais bon niveau. C'était engagé, franchement, c'était bien. Non, c'est pas mal. Et la deuxième mi-temps s'annonçait encore bien, quoi. Carrément. C'était pas mal, ça. On était repassé au devant au score, en plus, ça commençait vraiment à envoyer. C'est pour ça que ça se passait bien. Il y a vraiment eu un chassé-croisé, quoi. Au départ, on a été mené, après on a remené. Non, c'était pas mal. Alors, sur le site de la Fédé, pour l'instant, le score est entériné. Officiellement, Moran a perdu d'un point, il y a la commission. Qu'est-ce qui peut se passer? Quelles sont les hypothèses? Bon, sait pas, on a parlé avec l'arbitre, même l'arbitre était dubitatif là-dessus. Je ne sais pas comment ça va se passer derrière. Parce que ça reste tard quand même, 61e minute. Oui. Pour reprendre le match du début. Mais pour revenir à ce que tu disais, la frustration, elle est du côté de Moran, mais elle est aussi de la nôtre, puisque ça reste un premier match. Je veux dire, au-delà du score, voilà. Nous, on a les gamins qui sont là. Les familles, les gamins. Nous, c'est un peu la fête le dimanche, quoi. Nous, c'est pour ça que c'est bien que vous soyez là pour pouvoir montrer que finalement tout le monde est raisonnable et que il y a pas eu grand-chose. Du coup, on peut quand même passer l'appel évidemment aux supporters de tous les clubs amateurs de vraiment rester en retrait parce que ça peut avoir des impacts. C'est bête, c'est idiot en fait. Après, comme je disais à certains, il y en a qui rentrent dans l'intention de séparer, mais surtout ne rentrez pas en fait. Faut pas, parce que l'arbitre il considère pas que tu rentres pour séparer. Il ne connaît pas, il ne connaît personne. Donc faut pas y aller, il faut laisser faire. Nous les dirigeants, on peut accéder. Les entraîneurs, ceux qui ont le brassard, ils rentrent. Et le reste, ou vigiler, mais voilà. Mais il faut vraiment rester derrière la rambarde, quoi. C'est important. Et parce que on pourrait aller plus loin sur n'importe quel match, du coup, qui a il y a de l'enjeu, quelqu'un rentre, c'est fini. Quelqu'un rentre au moment où tu passes devant au score, c'est une bonne stratégie du coup. Pour ça, c'est. Oui, c'est ce qu'on se disait hier soir justement. On va noter ça pour plus tard. On va gagner tous les matchs à l'extérieur. On appelle ça un striker qui rentre, non, c'est ça. Après, au-delà de ça, je voulais revenir sur quelque chose. Avec Fontaine aussi, des antécédents d'équipes où ça jouait dur, tout ça. Moiran aussi, ils avaient des antécédents aussi. Là, je me dis là tout de suite, ça remet encore le truc. Ouais, c'est encore des équipes comme ça. Alors, c'est vrai que sur les réseaux, c'est vite venu, Moiran notamment, parce qu'il y a quelques années, il y avait eu une grosse bagarre en finale des Alpes, et c'est vrai que ça fait parler pour des choses qui sont... alors que le club, et on va en parler après, fait plein d'autres choses à côté. D'ailleurs, tout comme Fontaine, parce que c'est deux clubs assez actifs sur les volets sociaux. C'est pour l'image, c'est malheureux. Nous, on a toujours été, comme on parlait avec les autres, quand on a joué un jeu pendant des années, Fontaine, c'est un peu les voyous, c'est la banlieue grenobloise, donc voilà. Et en fait, ça nous colle à la peau. Et dès qu'il y a des histoires comme ça, autant Moiran que nous, tout de suite, ça y est, Fontaine, Moiran, c'est parti. Voilà, boum. Alors que c'est pas vrai, alors qu'on est là pour dire le contraire. Il y a quasiment rien eu. Enfin, il y a eu bagarre générale, ça on le sait. Mais voilà, il y a pas d'animosité ou quoi que ce soit dans ce qui s'est passé. Après, on a discuté. Il n'y en a absolument pas eu hier. La fin du match a été sifflée. On s'est vu avec Andro, on a dit qu'est-ce qu'on fait? On va boire un coup. Nous en tant que dirigeants, vous avez terminé comme vous avez commencé finalement. Moi j'ai préféré, pour ma part, j'ai préféré qu'on fasse pas la réception. On en a discuté juste avant en plus. Pas par rapport aux joueurs ou aux dirigeants, mais par rapport à des supporters qui, tu sais très bien comment ça se passe, ils vont boire de la bière toute l'après-midi, après il peut y avoir un mot plus haut que l'autre, on n'en sait rien. On a joué la sûreté. Voilà, déjà là, on parle de nous. Alors si après ça part au sucette après, c'est encore. Alors que faut quand même le souligner. Non mais quand on est, l'ambiance était complètement sereine, quoi. Je veux dire, comme une fin de match. Peut-être. Non mais je crois que c'est assez clair. Peut-être un petit regret de pas avoir fait la réception, tu vois. Donc. Parce que nos joueurs nous ont demandé, mais ils sont pas là. Du coup, il y aura double réception en match. La double. Apparemment, on partage les frais du coup, on résiste en ce moment. Les joueurs étaient surpris de ne pas avoir les joueurs de Moiran à la réception. Pour vous dire quand même. Comme ça, au moins, il y a plus de mystère. Voilà. Merci en tout cas d'avoir répondu sincèrement sur cette histoire. Normal. Il n'y a pas d'histoire finalement. On en profite. Donc on en parlera tout à l'heure peut-être des volets sociaux pour les deux clubs, aussi des actualités autour. On va continuer un petit peu le championnat, s'il vous plaît. On remet la poule de régional, voilà, elle est là, régional 3 poules 10 maintenant avec Faverges-Albertville qui s'impose du côté de Corbelin et Belay qui s'impose à Courtenay, voilà. Et Saint-Julien-en-Genevois, on en parlait tout à l'heure, s'est incliné du côté du RC Haute-Tarentaise. Voilà, merci, on me le dit en régie, c'est le premier match de l'histoire du RC Haute-Tarentaise, puisque le club vient d'être créé, c'est ça ? Courtenay, pardon, merci. Du coup, je dis n'importe quoi. C'est Courtenay, voilà. C'est Vermorestel, non ? C'est Vermorestel, pardon. Oui,
c'est à côté de Bourgoin, Courtenay, pour le premier match de leur histoire. Donc on a 2 clubs qui se réinscrivent avec finalement l'Albin tout à l'heure en local, donc c'est plutôt bien. Tant mieux, ça veut dire qu'il y a des effectifs qui arrivent à se créer. Merci, ça c'était pour la Régionale 3 Poule 10. Je dis n'importe quoi. Régionale 2, allez, on monte d'un niveau, s'il vous plaît, avec la défaite d'un petit point de Saint-Laurent-du-Pont, Chartreuse Rugby Club, qui s'incline 17-16 face à l'Aravoir. Voilà, du côté... Alors, messieurs, je vais vous demander, s'il vous plaît, de poser les téléphones, parce que sur les angles de caméra, on a les naseaux vers le bas, c'est pas très joli. 25-13 pour le rassemblement Eugène Albertville contre le CS Grésivaudan Beldon. Annemasse contre Tonaravis 44-8. Et Échirol, le gros score de Échirol qui s'impose 54-13 contre le Touvet Pontcharra. Voilà pour la Régionale 2 Poule 3. Et on a quelques photos du SOUA Faverges qui s'est donc imposé. On va passer ensuite à la Poule 4 de Régional 2 avec la Côte Saint-André. Et là, on a quelques... Non, la Côte Saint-André, on en parlera après. On va rester d'abord sur, excusez-moi, la Poule 4 avec Sucieux qui s'impose contre Saint-Donat, parce que la Côte, ils sont là. Et on a quelques vidéos, s'il vous plaît, de la Côte. Est-ce qu'on peut les voir? Voilà. Alors, les amis, j'ai pas ma tablette avec les marqueurs d'essai, donc je pourrais pas vous les donner. Excusez-moi, j'ai pris une petite fatigue. En tout cas, la Côte Saint-André qui s'impose contre Pont-de-Cherhuis. Et on va le noter, c'est une belle victoire, voilà, avec un bel essai. Et si j'ai quelqu'un en régie qui peut aller chercher la tablette, je suis preneur, s'il vous plaît. Allez, on enchaîne avec une nouvelle fois. Et on reconnaît le stade ici du côté de la Côte Saint-André. La Côte Saint-André, club également formateur dans le coin. Belle école de rugby. Vous devez les affronter souvent en tournoi. De moins en moins. De moins en moins. Ouais, de moins en moins. Parce que on change de plateau chaque année, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Voilà. Et une belle équipe féminine. Belle équipe féminine. Mais il y a des... Alors d'ailleurs, tiens, on va en profiter. Vous avez une équipe féminine ou pas, vous, du côté de moi? Non. Par contre, du coup, il y a du sport adapté. Ouais. On en a parlé, voilà. Et alors, est-ce que le sport adapté, c'est des choses qui font partie aussi des projets, par exemple, du côté de Fontaine? Je sais qu'il y a Assessin, juste à côté, qui travaille avec. Hein. Fabulous. Ouais. Fabulous. Alors, nous, ce qu'il y a, c'est que par rapport déjà au nombre de licenciés et aux créneaux, on n'a qu'un seul terrain. Et c'est vrai qu'on ne peut pas dégager plus de créneaux. D'autant plus que cette année aussi, on accueille les Centaures de Grenoble le lundi soir. Donc on a vraiment tous les créneaux pleins, mais on est toujours ouvert à tout, quoi. Ouais. On a eu beaucoup de demandes, notamment sur du toucher mixte. Ouais. Et c'est des nouvelles pratiques qui arrivent. Exactement, et on ne peut pas. Coach, venez à Moran le jeudi soir. Du côté d'Ampuy, comment le club se développe? Est-ce qu'on a une section féminine section féminine qui est existante? Non, en Fédéral 2, En Fédéral 2, donc c'est même plus qu'existant. Ouais, veut laisser une montée en Fédéral 1. Avec un vrai projet autour de ça. Sport adapté aussi ou pas du côté... Non, mais toucher mixte. Toucher mixte. Ouais. C'est vrai que sport adapté, il n'y en a pas beaucoup encore. Non, puis nous, on fait ça pour les gamins, en fait. Il y a où en hiver, si on veut faire du sport adapté rugby? En gamin, en petit, nous, on fait ça de 8 à 16 ans. Pour l'instant, on va dire qu'on est les seuls. Samedi matin, on avait 8 licenciés. On a attaqué ça il y a 2 ans. Donc, sport adapté, on rappelle, ça touche tous les handicaps. Alors, psychique. C'est ça, parce que le moteur, c'est... Après, on passe plutôt sur du quad rugby ou du handisport. Sur du handisport. Merci. Non, on est les seuls. Alors, j'ai eu ces seins au téléphone et ils sont en train de monter aussi une équipe jeune, parce qu'eux, ils sont sur de l'adulte. Et du coup, dès qu'ils auront quelques gamins, on fera des entraînements en commun, des choses comme ça. Ok. Je vais rendre honneur quand même aux marqueurs d'essai de la Côte Saint-André qu'on a vu tout à l'heure, parce que ça vient d'arriver, merci. Avec Dumas, Perrault, Amaury Gaudin, Farnou par 2 fois et Marmonnier contre un essai de durée du côté de Pont-de-Cherhuis. Voilà, on revient donc au résultat de cette Régionale 2 Poule 4 avec la Verpillière de Christophe Venditti qui s'impose face à Varassieux 20-13 et Culin
face à Saint-Égrève, 28-24 dans un gros match de cette Régionale 2, une Régionale 2 relevée. On le voit, il y a des belles équipes dans cette poule 4 en tout cas. On a peut-être un classement après 2 journées en Régionale 2. Où est-ce qu'on passe à la poule 5, les amis? Voilà, le classement, il est là, avec le RC Grésivaudan, premier devant la Côte-Saint-André, Cullin et la Verpillière, juste derrière Saint-Donat qui ferme la marche. Saint-Donat qui avait déjà eu des difficultés la saison précédente. Allez, on enchaîne, s'il vous plaît. Après la Régionale 2 poule 4, on va basculer en Régionale 1, et là, il y a beaucoup de choses à dire, puisque c'est une poule extrêmement relevée, cette R1, et on va commencer par alors on parlera de ISO Lamure juste après. On va parler de Annecy, le carton de Annecy-le-Vieux contre le rassemblement Guc Saint-Martin-d'Air. Annecy-le-Vieux, on le rappelle, la saison dernière, qui tombe en finale des Alpes contre Visil-Volnavé, qui s'incline en finale des Alpes, qui du coup ne monte pas parce qu'il fallait aller jusqu'en finale de Ligue Aura pour monter, alors qu'Annecy avait plutôt dominé la saison régulière, et ils iront ensuite jusqu'en 8e de finale de R1. Et malheureusement, ce n'était pas suffisant pour monter. Donc, ils repartent pour un tour. En tout cas, du côté d'Annecy, je vais également vous donner les marqueurs d'essai, puisque je dois les avoir quelque part. Ou pas, ils sont là, parce qu'il y en a un paquet. Sauvagère, Philippe, Losserand, Drevon, Bobello, Villard et Arnaud, contre un essai de Geoffrey pour le Guc Saint-Martin-d'Air. Du côté de l'Entente Volnavé-Visil également, gros carton contre le RC Thonon-Chablais, 52-0. Alors là aussi, je vais prendre ma liste, je suis désolé, je les connais pas par cœur. Je les connais pas par cœur. Pas d'infos sur le site de la FFF, on va marquer sur ma fiche, donc j'aurai pas les marqueurs d'essai pour Volnavé-Visil de la FFR. Oui. FFR. Normal, c'est la FFF. Merci Sandro. Andro, ouais, voilà, je suis désolé. Il est sympa. Mais on va parler après des choses du passé. Il n'y a pas de problème. Avec plaisir. 52-0 contre le RC Thonon. Le Maule qui s'impose contre le RC VMT. Vif Monestier de Clermont, 55-16. La Motte, par contre, qui signe un gros succès du côté de Mété. Succès important, en tout cas, 23-16. Et puis, la surprise, l'énorme surprise, c'est la victoire de Lamure, qui avait déjà tenu en échec Annecy-le-Vieux sur le premier match, chez eux, 8 partout, qui va s'imposer à ISO, qui descend de Régional 1. On a de Fédéral 2. J'y arrive pas. Aujourd'hui, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. J'y arrive pas. La Fédéral 3, effectivement, ISO qui descend en Régional 1. Et qui aligne sa 2e défaite déjà en deux matchs. Du côté d'ISO, pour l'instant, la machine ne prend pas complètement. Attention, on reste qu'au début de saison et il faut que tout ça reprenne. C'est un club qui a vécu aussi un traumatisme, déjà une descente au niveau sportif, beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées et tout un effectif à recréer. On a quelques photos de ce match qu'on va diffuser. Puis c'est un club qui a vécu, je vous le disais, un traumatisme également humain. Il y a quelques mois, on en a parlé ici avec le décès de Thomas Manguin. Vous le voyez sur le t-shirt, il est toujours avec nous sur nos émissions. L'arrière de ISO qui, bien sûr, a disparu beaucoup trop tôt. Et il y avait énormément d'émotions sur ce match, puisque c'était le premier match à domicile depuis le départ de Thomas de cette nouvelle saison. Et on a un petit extrait vidéo d'un documentaire qu'on vous mettra demain, puisque c'est donc le papa de Thomas Morgan qui est venu remettre les maillots individuellement à tous les joueurs. Petit extrait d'un documentaire qu'on diffusera demain. Romaric, voilà l'exemple. 19 ans, 2 feuilles de match en première. Faut emmener Romaric, avec sympa comme ça, faut emmener. Allez les gars, il va vous remettre le maillot. Ah, mon Dieu. Je sais que t'es fort. 2 Bosonnet. Allez mon petit Quentin. Pas fort, Allez Kevin, ça me fait plaisir de te voir. 6 Pellegrini. Eh ouais Rémi. Dai dai. C'est chiant ça. 21 de Carvalho Nelson. Allez Nelson, une bonne offensive.
Mon cookies, hein? Hein? Tu vas me remplacer, petit toi. 16 à Rojo. Allez là. Voilà, un docu signé Alexandre Villard que vous pourrez retrouver demain en intégralité sur LFD, évidemment. Donc, tout ça pour dire qu'il y avait une charge émotionnelle très forte du côté d'Iso et que Namur est ressorti vainqueur de ce match. Petit coup d'œil sur le classement, s'il vous plaît, avec La Motte, premier devant Volnavé, Visil, Le Maule et Mété. On vous le rappelle, dans une poule extrêmement relevée, cette poule 3. Pardon, on va passer à la poule 4, avec la victoire d'un club de votre entente, Andro, Tullin, qui s'impose, deuxième victoire en 2 matchs. Tullin, qui est également descend de Fédéral 3 en Régional 1, et qui s'impose 23-19. Pourquoi ça vous fait sourire? Non, mais ça fait... C'est pas un club de l'entente? Ah si, complètement. Mais je suis très content que... qu'ils gagnent, c'est bien. Mais on a beaucoup d'anciens joueurs. Non, on a beaucoup d'anciens joueurs de Moiran qui sont à Tullin. On en a 6 en 2 ans, donc c'est pour ça qu'on est content, c'est une petite victoire pour nous aussi. D'accord. Mathieu, peut-être, pareil, tu dis rien, mais... Non, mais c'est vrai que oui, on a subi quelques départs en direction de Tullin, mais après, c'est vrai que c'est aussi satisfaisant de voir que aussi, il y a cette formation, il y a quand même pas mal de juniors qui sont montés aussi à Tullin, donc c'est toujours agréable de les voir évoluer. Ça arrive peut-être aussi qu'à un moment donné, ça fait beaucoup de clubs dans des périmètres petits où il n'y a pas beaucoup de joueurs, quand même, locaux. C'est vrai. Oui, tout à fait. Et ça commence à tirailler, parce que on verra tout à l'heure en Fédéral 3, on a de plus en plus de clubs qui commencent à être forfaits sur les réserves et autres, notamment Renage, également club de l'Aglo. Rodia Club qui s'impose contre Emeux 37-3, Erieux contre Rhône 15, La Voulte qui avait terminé premier la saison régulière, qui après avait été éliminé par Bassin de Crussol, s'impose 37-31 contre Canton de Marsanne, Régional 1, poule 4, voilà le classement. Tullin, deuxième, 2 victoires en 2 matchs, très bon début de saison pour les Tullinois de Fred Joval et Jacques Gouillet. On passe à la Fédérale 3, s'il vous plaît, et on commence par la poule 4 avec la victoire de Bellegarde à l'extérieur et celle de Belleville contre Faucigny à la maison et de Pays de Gex également à la maison. Voilà pour la poule 4, classement de cette poule 4 avec le Pays de Gex qui est premier de sa poule et Pays de Gex qui a priori vient avec de très grosses ambitions dans cette poule 4. On enchaîne avec la poule 5 et une poule qui nous intéresse, messieurs, particulièrement. On va prendre un petit peu le temps d'en parler et avant d'en parler, on va pouvoir prendre le temps de se présenter. Laurent, coach, c'est à toi. Alors, je dis prendre le temps parce que tu vas devoir nous parler un petit peu de ta carrière. Je voudrais savoir où est-ce que tu as signé ta première licence, Laurent. Ma première licence, c'était à Sarlat, dans le 24. À Sarlat qu'on a diffusé la saison dernière, en finale. Un petit club à côté à Sénac. Sénac, Et après à Sarlat, et puis voilà. Champion de France de Fédéral 3, c'est ça. Ouais, c'est ça. Très très sympathique, Sarlat. On a vécu des très bons moments avec les supporters de Sarlat. Moi, je viens. Ils ont été adorables. Donc, du côté de Sarlat, et ensuite ensuite, je suis allé au Sport Études à Toulouse, et puis après, j'ai joué au Stade Toulousain. Donc, toutes les années juniors de 87 à 93. Ouais. Ensuite, j'ai fait un passage à Cahors assez rapide, et puis après, je suis revenu sur Colomiers. De 95 à 98, et puis après, les blessures ont fait que les genoux ont lâché, et voilà. Ouais, donc c'est à la fin de la période joueur. Joueur, et puis après, je suis passé entraîneur. J'ai commencé à Gourdon en Fédéral 3 pour apprendre le métier, aussi entraîner en même temps le club de Sénac, qui était le club créé par mon père, qui jouait à l'époque, c'était en plus bas niveau, c'était 4ème série, 3ème, 4ème série. Et puis après, de là, on a des amis qui sont venus, je continue à être entraîneur-joueur, et on est monté jusqu'en Fédéral 2 dessus. Et puis après, j'ai entraîné Sarlat pendant 2 ans en Fédéral 1, et puis après, le travail a fait que je suis venu sur Lyon. Voilà. Et là, j'ai entraîné... Lyon, quoi, dans les années 2000, 2010. C'était 2009-2010, voilà. Donc là, j'ai entraîné les filles de Sèche Naval. D'accord. Et ensuite les garçons avec Hervé Chaffardon.
On est monté de promotion d'honneur, je crois, on est champion fédéral 3. Et puis après, j'ai été obligé de partir sur 2 ans sur Paris, donc j'ai arrêté d'entraîner, puis je suis revenu, puis Hervé m'a rappelé pour aller entraîner Arcole avec lui l'année dernière. On n'a pas fini la saison, voilà, bon, c'est pas comme ça. Et puis voilà, et puis donc cette année, en Puy... en Puy que tu connaissais un petit peu, pas on les avait rencontrés en fait 3 déjà avec Saint-Gilles-Laval, donc voilà, puis après c'est quand même un club qui est reconnu sur le Lyonnais. Et puis je connaissais les valeurs d'un Puy, donc c'est ce qui m'a plu. On retrouve un peu les valeurs même beaucoup les valeurs du Sud-Ouest. Un vrai club avec des supporters, des bénévoles, une grosse école de rugby, pas beaucoup de licenciés, je crois qu'on est 350 licenciés, je crois. Pour ceux qui savent, qui ne savent pas, c'est vraiment juste à côté de Vienne. Je crois que le stade est littéralement à côté, 3 minutes à pied, c'est ça un peu plus. Un peu plus. En voiture, 3 minutes en voiture. De l'autre côté du Rhône. Ah, parce que vous faites l'échauffement peut-être pour aller de stade à stade, non? C'est un peu trop loin. C'est loin. De ton côté, Médéric, raconte-nous un petit peu ton cursus. Moi, j'ai attaqué au RC Rodanien à 5 ans, ouais. Donc, qui est en 4ème série en R3 maintenant. Après, je suis allé en U14, c'était U15 avant. Ouais. Donc avec toujours au RC Rodanien, avec une entente avec les Côtes d'Arrêt et en Puy. Et je suis parti à Bourgoin en cadet, faire aller en junior. Après j'ai fait Vienne en espoir. Et je suis revenu une année en 4ème série, c'était encore les séries, donc au RC Rodanien, et j'ai signé en Puy après. Donc il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Ouais. En Puy, qui donc évolue en Fédéral 3. Dans cette poule, on va revoir s'il vous plaît les résultats de la poule. On a mixé un peu les 2 poules par rapport à la saison dernière. Ça a été un petit peu différent. Dans cette poule, on retrouve notamment Saint-Jean-de-Bournay. Alors c'est pas vraiment un derby, parce que le derby c'est plus Givors. Ouais, c'est Givors. En termes de kilomètres. Après Saint-Jean-de-Bournay, à tes souhaits, Andro. Merci. Ouais, c'est compliqué, on est tous entre malades et allergiques et autres. C'est toi. C'est moi, je suis désolé. Allergique à toi peut-être. Je suis désolé, Andro. Désolé, vraiment, toutes mes excuses. Et Givors c'est le derby proche. Saint-Jean-de-Bournay c'est pas très loin, parce que c'est à 25 minutes. Donc dans cette poule, on a vu que l'Asmida s'impose 23-3 contre Saint-Savin. Saint-Savin, c'est le premier match que vous avez joué cette saison. Vous étiez allé perdre. Alors on en discutait tout à l'heure, coach, un petit peu en off. Tu disais, ouais, mais c'est le premier match, quoi. Oui, parce que on a eu entre les vacances et tout, on n'a pas fait une préparation qui était optimum. On a fait un match amical, parce que bon, comme beaucoup de clubs, des problèmes de licence, des choses comme ça. On a pu en faire qu'un, et du coup on est arrivé donc sur notre premier match de championnat avec un effectif qui était presque tout neuf, surtout derrière, ce qui fait que effectivement la prestation, il y a eu sur le terrain, il y avait 2 équipes, il y avait les avants et les arrières. Ouais. Donc une grosse partie devant et un peu plus compliquée derrière. Ouais. Et c'était quand même compliqué devant, parce que Saint-Savin c'était une équipe réputée nous devant, forte on a devant. quand même gardé à peu près le même effectif, ouais. Donc ça allait. Hein. On a fait un gros match devant. Et alors, du coup, Saint-Savin qui s'imposait donc ce premier match et qui s'incline assez lourdement à l'Asmida, 23-3, l'Asmida que nous retrouverons d'ailleurs dès la semaine prochaine, puisque nous diffuserons en direct le match entre Saint-Jean-de-Bournay et l'Asmida. Là également un derby, le CUC, le Clermont Université Club, s'impose contre Givors 38-32, mais on va noter que Givors s'accroche. Givors avait également gagné lors de ce premier match et semble bien reparti après une année difficile, la saison dernière. Donc c'est reparti du côté de Givors, c'est bien, ça va nous donner un championnat vraiment hétérogène. Tarare s'impose du côté de Rhône Sportif 24-18, et la belle surprise, en tout cas du côté de Beaurepaire, c'est ce match nul 19 contre Aix-les-Bains. Alors je sais pas, belle surprise, d'ailleurs je dis ça, je sais même pas belle surprise pour qui finalement, puisque c'est un match nul, c'est compliqué à voir, mais Aix-les-Bains qui venait avec des ambitions et qui aura des ambitions cette saison et qui est tombé sur une belle équipe de Beaurepaire. 19 partout, je vais vous donner les marqueurs d'essai, c'est Vacher pour Beaurepaire et Mahé pour Aix-les-Bains. Et du coup, un score nul qui
n'enchante, je crois, aucun des deux coachs, hein, parce que du coup c'est toujours assez frustrant de pouvoir faire match nul comme ça entre Beaurepaire et Aix-les-Bains. Et on va arriver à notre match qui nous intéressait entre Ampuis et Saint-Jean-de-Bournay. Saint-Jean-de-Bournay qui précédemment s'était imposé contre le CUC, vous aviez perdu à Saint-Savin. Qu'est-ce que vous connaissiez, coach, de cette équipe de Saint-Jean avant le match? Bon, on en a entendu parler. Après, on savait que c'est un gros effectif, qu'ils veulent effectivement se positionner pour la qualification, voire la montée. On a pu échanger avec eux. Après, ils ont plus de 80 licenciés, donc c'est qu'ils arrivent à faire un groupe 1 de 30 joueurs, un groupe B de 30 joueurs. Ce qui n'est pas le cas chez nous, mais voilà, on sait que c'était des gens qui venaient chez nous pour faire un résultat. Bon, après, le résultat, c'est sûr, il y a la victoire, mais sur le terrain, j'avais des joueurs, on avait des joueurs qui étaient quand même très présents et qui ont pu bien... Alors, on va, si tu nous le permets, regarder la première mi-temps, conditions directes du direct, s'il vous plaît. C'était du côté d'Ampuis, il y avait du soleil, des vignes, on était au bon endroit. Première mi-temps entre Ampuis et Saint-Jean-de-Bournay. Bon, attention, ça coupe en défense. Olida qui est monté très fort, il est monté, et Gongalves qui passe, le cadrage débordement de Martinez. Magnifique essai de Martinez. Oh, quel travail de Gongalves, énormissime. Touche pourtant Saint-Jeannaise au départ. Franchement, ce petit jeune, il est extra, impressionnant. Il peut jouer 9-10, et là, il l'a replacé au centre, il a une pointe de vitesse de dingue. Et franchement, il a fait la diff. Hein. Impressionnant. Ouais, et Dim va nous la remettre également en entier, parce que l'action a été intéressante. Thomas Trottmann, hein. Anthony Ruet. Ouais. Et alors ça, par contre, c'est quand même l'arme fatale de la fête 3. Hein. Exactement. Et sans forcer. Poteau du milieu. Ça paye cash. Allez, Ruet. C'est bien vu avec Olida. Et oui. Et là, bah, ça paye. Et là, Olida. On voit le travail. Hein. On voit le travail de l'entraînement qui paye. Les trois quarts de Saint-Jean qui font l'effort et qui complètent. On va pour voir le ralenti sorti du petit patin pour Ruet. Et hop. Dans le dos. Et qui vient pour Olida à pleine hauteur. Le petit chevreau, compliqué de l'arrêter. Il a l'air d'être quand même sacrément solide au niveau physique, ce grand. Ah, Olida, qui a été un peu la révélation la saison dernière. Olida, appelé notamment par pas mal de clubs. Le petit D'Ambrosio, ils ont envie pour de une jouer sautée pour Olida. Olida qui met la mobilette. Attention. Il l'a mis en route. Le jeu au pied de Olida. Un coup de pied, ça va jouer la course, le petit D'Ambrosio. Ah, le rebond qui est pas favorable. C'est incroyable. Énorme essai. Incroyable essai de Olida. Attention non plus à pas trop... Il est là. Il va pas trop loin, il va pas percer, il ouvre les yeux et hop. Regardez, plus personne derrière en second rideau. Il est pris à la course, hein. C'est pas le plus rapide, hein, mais on est au rugby, le ballon. Un petit avantage et qui vient catapulter l'ailier d'Ampuis. Un renfort, pas pour l'instant. Ça avance bien. Faut la garder au chaud, faut la garder. Ah, ça va y aller. Ouais. Essai d'Ampuis. Avec Erard qui drive super bien sa mêlée. Selim qui part accroché avec le petit Augier. Et là, il aplatit. Franchement, bel essai. Il va falloir que tu me les fasses tous découvrir. Je manque de connaissances là-dessus. Et ça passe pour le bonheur d'Ampuis. C'est la mi-temps. Mi-temps 26 à 14. Alors, on arrive sur un score à la mi-temps peut-être un peu lourd. Comment toi tu le ressens du terrain? Ouais, ils ont comme on disait, là comme ça, ils avaient un très bon ailier qui... Olida, ouais. Ouais, il nous a fait la misère un peu toute la partie, avec de la réussite en plus. Et, Comment toi tu l'analyses, coach? Vous n'êtes pas rentré au vestiaire d'ailleurs, vous, à la mi-temps? Non, c'est une habitude de rester sur le terrain, mais après, comment on a fait beaucoup de fautes. C'est-à-dire que je pense que quand on marque l'essai, c'est le seul moment où on fait 2 temps de jeu, puisqu'on n'a pas vu depuis le début, mais on récupère la touche, on arrive à faire 2 temps de jeu et on marque. Après, chaque impact, on faisait des fautes au ménage et la seule fois où on revient chez eux, on marque le groupe pénétrant. Quoi. Donc voilà, après ils ont un artilleur du déchet aussi, oui voilà, c'est ce qui a fait aussi la différence sur cette première mi-temps et globalement sur le match, c'est les points au pied, parce qu'il y a un petit peu de déchets, je sais pas, tu les as comptés j'imagine sur le match. Ah ben nous on perd 9 points au pied. Non, pas il y a non, c'est
Ouais, non, pas plus. 2 en première, moins 6 points en première mi-temps et 3 points en deuxième. Ah oui, ouais. j'ai côté 12. Ouais, non. D'accord. Ouais, 9. Ok, bah 9. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà, déjà pas mal. Il y a 3 points. Mais bon, le buteur, c'est comme ça. On repart justement pour la deuxième mi-temps. Un résumé de cette deuxième mi-temps. Est-ce qu'on va revenir? C'est parti. Oh là 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 là, l'attentat. Alors là, c'est à mon avis. Bon, allez, là, on va voir. Comme ça, c'est vite vu. 16 secondes de jeu, carton jaune. Et alors attention parce que là... Et je pense qu'il peut y avoir double carton parce qu'il y avait le petit Olida devant. Et là, un gros travail avec une percée de Selim Hamache qui a permis de donner à hauteur à Goncalves. Et c'est carton rouge. Oh, carton rouge. Carton rouge pour le pilier. Alors là, ça peut être le tournant du match. Je sais pas s'il l'a vu, oui, Thomas l'a vu. Qui va... Le jeu au pied. Oh là 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 là, faut se capter du ballon. Attention. Et c'est joué vite. Ouais, avec le petit Erard. Qui fait un raffut, il est passé sur le côté. Il se dégage. Ouh là 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 là, c'est un peu du roi rugby là. Il n'y a pas d'en avant. Non, le jeu. Il n'y a pas d'en avant. Ça va aller à dame. Hein. Ça continue comme cas, ça. Gros boulot des Grosse percée encore de Michaelse. Michaelse qui arrive à 2 mètres. Le plaqueur de Saint-Jean qui fait pas l'effort. Ça va pilonner. Non, attention, on s'est isolé. Le numéro 20 le numéro 22 là qui a fait une super défense. Magnifique défense de Saint-Jean. Ah là 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 là. Silence. Ouais. Et c'est parti. Gros coup de pompe. Et ça passe. Ça tape bien. Ça part bien. Ouais, ça part bien. Ça passe. Ça passe. Et là, retournement de situation. 23-26 pour les Empusés. Allez, attention. Le public. Et ouais, les Saint-Genès qui font pas un bruit. Hein. Bravo à eux. Et ça passe à côté. Aïe. Ah là 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 là. Touche réduit à 5 côté Saint-Jeannet. Et elle est encore. Oh là là, récupéré en se bat. Bravo Nicotti qui a récupéré la balle. Par contre, il est mal positionné, donc à mon avis. Il a récupéré les Saint-Jeannet. Et c'est fini. C'est fini. Victoire de Saint-Jean-de-Bournay. Ah, on le voit, vous venez mourir à 3 points. Alors, déjà, qu'est-ce qui a changé en seconde mi-temps, messieurs? On a mis la main sur le ballon, ça c'est déjà une première chose, on a réussi à jouer à des temps debout. Bon, après c'est vrai qu'on était 15 contre 14, mais par contre on a été stérile près de la ligne, on n'a pas réussi à marquer les essais quand on était près de la ligne, c'est ce qui nous a manqué. Ouais, et peut-être un peu déplacer le jeu un peu plus au large, donc il y avait plus d'espace, voilà, c'est un peu le problème. Pareil, tu te sens mieux, ce qu'on t'a vu actif en seconde mi-temps aussi. Ouais, mais on s'est pressé à les lignes, c'est notre défaut, hein, ce que je disais, j'en parlais un peu ce matin avec mon collègue de boulot, ça fait 4 ans que je suis là, 4 ans qu'on se presse dès qu'on arrive devant les lignes. Et manque un peu de patience. On n'est pas assez patient, on veut prendre les ballons, on repart derrière les rocks, alors que c'est pas nous, c'est aux 9 de gérer ça et c'est pas à nous, quoi. Alors pendant qu'on revoit quelques images de la rencontre, moi j'ai la question, on a vu à un moment donné votre buteur qui met 2 très belles pénalités, un 40 à droite, il en met 2 consécutives au même endroit, et là à un moment donné il y a 6 points d'écart. Il reste, je crois, peut-être une vingtaine de minutes. Ouais, c'est ça. Et là, vous choisissez de la tenter pour revenir à 3 points plutôt que d'aller chercher l'effet. Alors, et puis après, on parlera de la suivante. Déjà, pourquoi, à ce moment-là, revenir de 6 à 3 et pas aller chercher pour une pénalité? Parce qu'il nous reste du temps. Ouais. Bon, c'est vrai que là, je crois ils étaient déjà 13 contre 15. Oui, ils ont qui est monté très fort, il est monté. Et Goncalves qui passe, le cadrage des Bordeaux. Près de nos lignes, on a toujours, ils nous ont contré avec le premier sauteur. Donc on a pris la décision, il nous reste du temps, on va aller chercher les points pour remonter, parce que le buteur était... Notre deuxième buteur était à 100% de réussite, donc on a dit on y va, et puis les pénalités étaient juste là. Bon, après voilà, c'était un peu... Voilà, c'est des choix, on les assume en tant qu'entraîneur, il n'y a aucun souci. Et alors du coup, le choix qui est peut-être qu'on comprend le moins, nous en tout cas en extérieur, c'est celui où vous êtes à moins 3, il reste, on l'a vu tout à l'heure, quelques minutes, 5 ou 6, ouais, 4 minutes. Et vous choisissez d'aller tenter d'égaliser. Pourquoi ? Alors que vous étiez là, je crois aussi en double supériorité. Non, en 5, 14-15. Non, on était toujours 14. On était 14, il était rentré, je crois. Non, on était toujours 13. Mais pourquoi ? Parce que il était confiant. Au départ, il a mis les 2 premières. Donc on dit il nous reste 4 minutes. On a le temps de revenir. Et on était tellement dominateurs à ce moment-là qu'on dit dominateur. On jouait tout le temps chez eux. On était avec le vent pour. Donc on pensait revenir et aller avec le renvoi pour revenir et puis Parce que et surtout assurer du coup le nul. Quelque chose, ouais, après,
Voilà. Bon, après, c'est toujours plus facile hein, de dire, oui, de dire sûr, ça. mais après, on est d'accord, c'est comme. Mais on aurait pu effectivement là. aller en touche, la jouer, peut-être ce groupe est pénétrant, on aurait marqué. Voilà, avec des si on refait tout, mais voilà. C'est frustrant peut-être pour les joueurs devant de ce genre de ballon. Vous avez oui, non, jouer, parce là. qu'en soi, si on aurait voulu le faire, on aurait dit on prend la touche et on n'aurait pas laissé le choix. Ouais, d'accord. Au final, défaite de 3 points face à une équipe qui jouera le haut de tableau, hein, Saint-Jean-de-Bordeaux en tout cas qui ambitionne de jouer le haut de tableau. Ça reste frustrant, mais quand même encourageant. Oui. Ouais. Oui, ce qu'on vous disait, c'est que la préparation n'était pas optimum. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu une évolution positive entre les 2 matchs. On a pu jouer collectivement, on a recommencé à jouer debout et c'est ce qu'on veut faire. Voilà, maintenant on va se déplacer à Givors le week-end prochain. C'est le derby. Donc on va rentrer aussi du monde cette semaine qui va nous permettre, puisqu'on a des doubles licences avec les espoirs de Vienne qu'on n'avait pas ce week-end, on les aura le week-end prochain. Plus d'autres joueurs qui reviennent surtout derrière. Ce qui va nous permettre d'avoir un collectif beaucoup plus complet, quoi. On voit le classement, messieurs, de Saint-Jean-de-Bournay. Premier pour l'instant devant Aix-les-Bains, 8 points, et à 7 points Beaurepaire, 3e devant l'Asmida, Givors, Tarare, Saint-Savin et le CUC, Ampuis et Rhône Sportif pour l'instant derrière. Évidemment, il n'y a que 2 journées de jouer, rien n'est significatif encore à ce moment-là du championnat. Et vous l'avez dit donc, match très important du côté de Givors. Voilà pour cette poule 5. On bascule de l'autre côté dans la poule 6. Et là, il y a pas mal de choses à dire. Déjà avec la victoire de Châteauneuf-Saint-Marcel contre Bassin de Crussol, 32 à 29. Bassin de Crussol, vice-champion Ligora, promu, qui jouait donc contre Châteauneuf-Saint-Marcel, qui avait été barragiste l'an dernier. On les avait vus perdre, notamment du côté de Saint-Jean-de-Bournay, en l'occurrence en barrage de qualification. Tournon qui descend de Fédéral 2 recevait à Renage, et Renage s'incline 61 à 27. Alors score en apparence lourd, on va le relativiser en disant que le score à la mi-temps était assez serré, hein. Je crois qu'il y avait 5 ou 7 points de différence seulement. Par contre, tout à l'heure on l'a dit Andro, Renage forfait en équipe B dès le second match. Pour des équipes comme ça, locales, messieurs, c'est un petit peu inquiétant, hein. Beaucoup de blessés. Ouais, ils ont beaucoup de blessés. Ouais, ça reste quand même une tendance pour ces clubs de Fédéral 3, puisque Pont-de-Clé, qu'on avait reçu la semaine dernière avec Pierre Emery sur ce plateau, nous le disait, hein, ils avaient été forfaits, eux, contre Cessin en équipe B lors de la première journée. Ils avaient été également forfaits en B du côté de Romans, et ils se sont également accrochés, hein, à Romans, Pont-de-Clé, 46-26. Pont-de-Clé, messieurs, c'est dans votre environnement direct. Alors vous avez 2 clubs, hein, Pont-de-Clé et Cessin, dans cet environnement, avec 2 dynamiques de licenciés différentes. Comment vous le voyez, vous, extérieurement? On voit que Cessin a pas mal de licenciés, on le voit, nous. On en connaît quelques-uns, hein. J'étais également Cessinois pendant 4 années. Mais par contre, Pont-de-Clé, on sent que c'est beaucoup plus difficile pour eux. Ouais. Ils ont eu pas mal de départs cette année. Et je sais pas où ils sont allés, les joueurs, hein, mais... Un peu de partout, je crois. Un peu de partout, ils sont... Mais ouais, après, on voit que c'est ça, nous, parce qu'on a pas mal de collègues là-bas, on voit que ça tourne pas mal, ouais. Il y a du monde. C'est difficile d'exister dans l'agglomération grenobloise, où il y a des clubs, pareil, un petit peu de partout. La seule chose qui est difficile en fait aujourd'hui, et c'est un petit peu une contrainte de beaucoup de clubs, c'est le nombre de licenciés, tout simplement. Donc il y a des catégories où tu vas avoir beaucoup plus de mal, des catégories où tu vas avoir moins de mal, et puis aussi il y a le phénomène, on va dire, cyclique. Nous, je sais qu'on s'entend bien avec l'école de rugby de Cessin, puisqu'on a des anciens Fontainois qui entraînent les petits là-bas. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de licenciés, ils font du très bon travail aussi. Donc après, les écoles de rugby, elles vivent quand même. Que ce soit Saint-Égrève, Cessin, nous, ça vit. Non, ouais, mais la problématique de la métropole, notamment, c'est l'offre sportive, hein, qui est quand même majeure, parce qu'on peut faire quasiment pas de tout. Ouais, après, on a aussi une année, malgré tout, de Coupe du Monde. Tiens, c'est une bonne question, ça, vous avez ressenti les effets, vous, sur les licenciés? Alors nous, on l'a quand même assez ressenti, notamment les catégories U6, U8, ouais. Ah ouais. Un petit peu U10. Ouais, et puis on a fait aussi beaucoup de travail en scolaire. Du coup, ça nous a aussi ramené beaucoup de gamins.
Ouais. Et ce qui est compliqué peut-être, c'est qu'elle est décalée par rapport au début de saison, cette Coupe du Monde, non, pour avoir cet effet. Oui et non. Oui et non, parce que les enfants s'inscrivent encore maintenant, là. Oui, ça arrive. Là, là on disait tout à l'heure 88 licenciés à l'école de rugby, mais tous les samedis, là, il y en a entre encore 5 et 6 qui rentrent. Est-ce qu'on arrivera à garder tout le monde? C'est le but. Maintenant, on fera de notre mieux, quoi. Même constat. Pareil. Moi, au fur et à mesure, en plus, je sais pas si vous êtes au courant. Oui, c'est pareil. Ça rentre aujourd'hui, il y a 110 licenciés à l'école de rugby. Donc il y a un effet Coupe du Monde pour l'instant, qui est valable et qui sera peut-être lié à celui de l'équipe de France aussi, si l'équipe de France va assez loin. Dernier match de cette poule, non, il y en a encore 2. Cessin, tiens, on a des images de Cessin qui s'imposent. Dixit, leur coach, dans le plus mauvais match de Cessin des 3 dernières années. Je pense qu'ils ont dû se prendre une petite brasse, les joueurs. Mais qui s'impose malgré tout, 36 à 27. Je vais vous donner les marqueurs d'essai, si je les retrouve, évidemment. Ou pas. Ils sont là. Vinsos et Moreau par 2 fois contre Barigny, Martinez, Isemouren et Sacher. Et pendant que j'y suis, je vous donne également ceux de Pont-de-Clé, qui s'étaient inclinés du côté de Romans, puisque Roussouli, Lachaud et Urea avaient marqué contre Biba, Ida, Chapelle, Fouillou, Blanc, Mandier par 2 fois et Tacussel pour Romans. Et je voulais vous donner ceux de Renage, puisque c'est Sauté qui avait marqué pour Renage. Et il y en a beaucoup pour Tournon. Cousti, Rico, Cousti 2 fois, Seignover, Robin, Biver, Buguet, Sapé, Foussa, voilà. Montélimar, qui descend également de Fédéral 2, s'impose dans son derby contre le Teil 23 à 13. Ça, c'est un match qui devait être très intense également dans le sud de notre région. Évidemment, le classement de cette Fédéral 3 Poule 6. Montélimar, premier devant Romans, Cessin et Tournon, Bassin-Crussol juste derrière. Renage, Pont-de-Clé et le RC Sévenol pour l'instant ferment la marche et il y a un petit détachement de ces 3 clubs par rapport au Teil qui est juste devant. On bascule à la Fédérale 2, poule 1 avec tir groupé à la maison dans cette poule 1. Tous les clubs qui recevaient ont gagné. Chalon contre le Puy notamment, Nantua contre Pontarlier, le 15 de la Dombe contre Mézieux, le Grandol contre Rieux, vous le voyez, Saint-Priest contre Saint-Claude, Saint-Claude forfait en B également, en Fédéral 2, il y a beaucoup de forfaits en équipe réserve. Le Creusot qui s'impose 33 à 20 face à Andrézieux. Le classement de cette Fédérale 2, poule 1 avec Nantua, premier devant le Creusot, le Grandol, Saint-Priest, le 15 de la Dombe et Rieux. Juste derrière, on bascule à la Fédérale 2, poule 2. Là, on a quelques images dans cette poule, mais on a déjà une surprise puisque Montmélian a déjà égalé son nombre de défaites de la saison dernière, c'est-à-dire une, parce qu'il n'avait perdu qu'une seule rencontre la saison dernière. Il s'incline du côté de Monaco, 31-17. Alors, ce qui pourrait paraître à une surprise doit être pris avec des pincettes, car Monaco s'est vraiment renforcé à l'intersaison et a priori nourri de réelles ambitions dans cette Fédérale 3. Un tour du côté de Géo Martin et Voiron. On a les images du match contre Saint-Marcelin, un match important, puisque vous le savez, le coach voironnais a passé de très belles années, Geoffrey Gérin du côté de Saint-Marcelin, et les Voironnais, et ben voilà, se sont refait une santé contre Saint-Marcelin qui avait gagné qui avait perdu d'un petit point contre la Bièvre au match précédent. Et les Voironnais, alors si je retrouve, j'ai un petit problème vous l'avez compris, de tablette, j'ai pas d'infos, c'est dommage sur les marqueurs Voironnais, les gars. Il va falloir qu'on se règle ça en régie. Voiron, effectivement, qui marquera un bonus offensif contre Saint-Marcelin et qui va se rassurer après une défaite pour eux aux Angles lors du premier tour de la première journée. Le SO Voiron qui retrouve l'usage de pas mal de joueurs qui avaient été blessés la saison dernière et qui semble retrouver la forme et qui va marquer notamment pas mal d'essais contre Saint-Marcelin de Tony Testa. On va regarder les derniers. Voiron qui est un club qui, on le rappelle, envisagé depuis déjà 2-3 ans de monter en Fédérale 1, mais qui a vécu quelques saisons un petit peu difficiles, dans l'objectif de monter. Il jouait quand même souvent la première partie du tableau.
et qui cette année ambitionne toujours d'aller chercher la qualification. L'autre victoire, seconde victoire en 2 matchs pour les Castors de Saint-Étienne de Saint-Jouard, la Bièvre, et là on a quelques images également. Et on remercie d'ailleurs Véor qui nous les a fait parvenir un petit peu à contre-jour au début. Ne vous inquiétez pas. La Bièvre qui s'impose 35-20 contre Véor avec un essai de Chopin qui joue pilier maintenant, qui jouait avant à Saint-Marcelin, puis un essai de Alexis Vout. C'est vrai que c'est un petit peu difficile de distinguer qui est qui. C'est les fameuses caméras automatiques vertes là. Parfois ça perd un petit peu de sens quand c'est à contre-jour. Voilà, mais ça nous permet quand même d'avoir des images, donc on remercie le club de Véor qui nous les a fournis. Chopin, Vout, Leno et Milanol qui auront marqué des essais pour la Bièvre. On comprend rien à ce qui se passe, très clairement. Dumas par 2 fois, Fort et Terrasse auront marqué. Ce que je vous propose, c'est qu'on va enlever les images, les amis, parce que c'est difficilement compréhensible. En tout cas, victoire de 5 points seulement de la Bièvre contre Véor. Véor qui s'accroche et prend un joli bonus défensif du côté de la Bièvre. Avignon, Le Pontet s'impose 29-19 contre Saint-Raph. Avignon avait perdu à Montmélian lors du match aller où il y avait eu une grosse également bagarre générale et je crois aussi avec du public qui était intervenu parce qu'il y avait eu bagarre en fin de rencontre. Je crois même qu'il y a un joueur qui avait été blessé, c'est un peu compliqué. Et Vinay, et là aussi on a des images, Vinay qui recevait Aubagne. Nos Vinois qui avaient fait un très bon premier match en allant chercher un bonus du côté du CARF de Saint-Raph. D'ailleurs ils avaient failli gagner Vinay puisqu'ils ont mené tout le long. Et Vinay qui marquera 3 fois dans ce match par l'intermédiaire de Baridon, d'Oriol et de Pandolfo. S'imposera Vinay 32-6 contre Aubagne. Aubagne, vice-champion de Fédéral 3 la saison dernière contre Sarlat, d'ailleurs. Parce que c'est Sarlat qui les avait battus en finale. C'était sur notre antenne. Vinay qui va prendre les points de sa première victoire à la maison. On va voir le dernier essai pour Vinay de Pandolfo. Et on remercie les Vinois qui nous ont transmis les images également. Voilà, alors je crois pas que ce soit Pandolfo là, parce que c'était numéro 8, peut-être, j'ai pas vu. Bon, c'est pas bien grave. En tout cas, Vinay qui s'impose contre Aubagne 32-6, et les Angles qui s'imposent contre la Tour du Pin. Là aussi, on a quelques images, 27-16. Non, on n'a pas les images. On n'a pas les images. C'est pas très grave. La Tour du Pin, alors, qui a perdu 3 joueurs majeurs de son effectif, parce qu'ils ont perdu leur capitaine Thibaut Boiton, qui s'est cassé la main juste avant le premier match. Ils ont ensuite perdu... voilà. Merci. C'est pas grave, je vais le retrouver tout à l'heure, puisque du coup... La mémoire. Hein ? La mémoire. Il a perdu la mémoire. Non, c'est pas grave. Ils ont perdu Joël Gergaud, déjà le remplaçant, et Jérémy Hina, voilà, évidemment, merci Dim en régie. Jérémy Hina qui avait été un des joueurs importants de la Fédérale 3 l'année dernière, et le RCVT qui se retrouve un petit peu en difficulté, mais qui va quand même faire honneur, ils font un très bon match à l'extérieur. Le classement avec les Angles, la Bièvre, premier et deuxième, devant Monaco, Vinay, Le Carf et Voiron, Aubagne, Montmélian, Avignon et Saint-Marcelin derrière. Véor et la Tour du Pin pour l'instant ferment la marche de ce championnat de Fédéral 2. Et on termine rapidement avec la Fédérale 1, poule 1. Pour remarquer que le Servette de Genève s'est imposé, mais sur forfait, puisque je crois que le CS Beaune est forfait, tout simplement, 25-0, et que Courbevoie s'impose à Villefranche, 22-17. Poule 2, s'il vous plaît, avec Saint-Jean-en-Royan, qui avait fait sensation lors du premier match en s'imposant du côté de Annonay. Ça avait été la surprise de la journée précédente. Et là, on a la vidéo, s'il vous plaît, de Saint-Jean-en-Royan qui recevait le 15 du Coudon et qui s'incline, Saint-Jean, malheureusement pour nos Saint-Jeanais, d'un tout petit point à la maison. 16-17, voilà, Saint-Jean-Royan qui prend quand même un bonus défensif. On remarquera dans cette poule que Agde s'impose contre Annonay, Berlétan de justesse contre Tricastin qui fait
un très bon match du côté de Berlétan qui fait partie des favoris. Et un match difficile pour Annecy qui tombe sur un gros, Gruissant, défaite à la maison 13-3. Le classement, s'il vous plaît, de cette poule 2 avec Gruissant premier devant Agde, Issoire, le 15 du Coudon, Saint-Jean-Royan et Berlétan dans les qualifiés. Annecy et Grasse pour l'instant ferment la marche. Voilà ce qu'on pouvait dire, messieurs, de cette journée, de ce week-end en tout cas de rugby. Qu'est-ce qu'on va vous souhaiter à Moirans? C'est de rejouer le match déjà ou pas? Ouais, non. Pourquoi le rejouer? Non, on fera le match retour. Tu viens nous filmer comme ça, moi tout le monde saura. Pourquoi pas? On le fait un vendredi soir. Si tu veux, à la place de l'entraînement. Ouais, un vendredi soir. Pourquoi vendredi soir? Jeudi soir. Ouais, c'est plus facile à placer. Ouais, puis un lundi, et puis Pourquoi pas un lundi en direct? Un lundi soir. On vient nous filmer avec plaisir. Du côté de Moirans. Nous, ce qu'on souhaite? Ouais, pour l'année. Que ça continue comme ça. Que ça continue comme ça, avec ton influence en tant que joueur, que tout se passe bien. Continuer cette belle progression, qu'il y ait toujours autant de monde à l'entraînement et qu'on continue à construire ce groupe qui est un beau mélange de générations, et ça promet. Objectif R3, peut-être d'aller jouer au moins les 4 premières places, les 2 premières pour aller chercher la qualif. Chercher une qualif, et puis après on verra au jour le jour, et ce sera que du bonus. On verra, ouais. Après, et puis que le sport adapté se développe aussi, que l'école de rugby aussi. Et voilà. On est mis à l'honneur d'ailleurs au FCG mercredi là, contre Agen. Avec les... Pour les ramasseurs de balles. On fait un mix entre des gamins de sport adapté et de l'école de rugby. Génial. Ils vont être aux Anges. Ouais, ils vont au Stade des Alpes. Ouais, ils attendent que ça, ouais. J'imagine, ça va être super. Du côté de Fontaine, pareil, j'imagine aussi d'aller chercher cette qualif. Cette qualif, ouais, on va rester dans cette dynamique, que les joueurs restent impliqués comme ils le sont depuis le début de saison, car ils ont fait un gros travail, et on les félicite déjà pour ça. Et il y a un très bon esprit, et que c'est très jeune. Très jeune. Très jeune. Combien la moyenne d'âge? 23 ans. Ouais, 23 Ah oui, moyenne d'âge générale 23 ans. Nous, il n'y a pas de... Bon, on commence à avoir de l'âge. On n'a pas d'anciens. On n'a pas d'anciens dans l'équipe. Des fois, c'est ce qui manque un peu pour un peu resserrer tout ça, mais et pour avoir un peu de leadership. Mais là, ça se passe super bien, et puis il y a un bon esprit, un très bon esprit. C'est bien étoffé. Très bien étoffé, franchement, on est fiers d'eux. Bravo et félicitations. Du côté d'Ampuis, des victoires, et qu'effectivement, des victoires et qu'on progresse, et qu'effectivement, un peu comme tous les autres clubs, que tous les jeunes, puisqu'on avait plus de 18 juniors qui sont montés, on en avait déjà 3, on en avait 3 sur la feuille de match en première, donc ça c'est bien, et que tout le groupe s'étoffe effectivement avec un bon mixage ancien, nouveau, et d'aller chercher, des victoires pour maintien plus qualif en bout de ligne. Voilà. Merci messieurs en tout cas d'avoir été là. Le calendrier LSD du week-end, on a 2 matchs ce week-end diffusés sur LSD. On commencera samedi soir par la Tour du Pin Vinet, à ne pas manquer en multicam et en direct à 20h. La Tour du Pin recevra Vinet sur l'antenne de LSD. Puis le lendemain on reste dans le coin, on fait les équipes du Nord-Isère avec Saint-Jean de Bournay qui recevra l'Asmida dans un derby bouillant également à 15h15 évidemment pour les équipes 1. Merci beaucoup aux équipes de LSD, à Dim, à Kylian et à Théo en régie pour le travail toute la journée pour monter cette émission. Merci à vous d'avoir fait le déplacement notamment d'Ampli. Merci d'avoir suivi l'émission. On vous donne rendez-vous en fin de semaine. Ciao ciao.